Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons parler du silence. Petit jeu de mots dans le titre du podcast. La sagesse populaire dit que qui ne dit mot consent. Et j'espère vous montrer dans cet épisode que ce n'est pas vrai, et que c'est bien pire que ça, et qu'on essaye encore aujourd'hui de comprendre pourquoi et comment les collaborateurs et les collaboratrices choisissent de s'exprimer ou pas dans leur entreprise, dans leur organisation, dans leur équipe. Je cite les auteurs de 2 études que je vous ai mis en note. Ouvrez les guillemets. La gestion autoritaire, les pratiques et processus dysfonctionnels ont longtemps été considérés comme les causes systémiques sous-jacentes du silence au sein des organisations. Les réponses individuelles à ces causes, enracinées dans la peur et la futilité, ont été les explications qui les accompagnent. Fermez les guillemets. Donc, on voit que ce problème du silence, ça fait un certain temps que c'est un problème, et qu'on essaye de comprendre concrètement, scientifiquement, les raisons possibles de ce silence. Deuxième citation, ouvrez les guillemets, « Notre compréhension du moment et de la raison pour lesquelles les employés choisissent de s'exprimer ou de rester silencieux, ainsi que sur les implications individuelles et organisationnelles de ces choix. » Fermez les guillemets. Il y a donc un enjeu, mais pourquoi ? Quels sont les bénéfices d'avoir des collaborateurs qui s'expriment ? Je crois que je vous fais une petite liste courte, mais innovation, régulation anticipée, prévention, performance, on pourrait faire une très très longue liste. Le fait que les employés, les collaboratrices s'expriment, c'est une source d'information utile à l'organisation pour traiter l'ensemble des problèmes auxquels elle fait face. Donc je ne vais pas revenir sur les bénéfices, mais du coup, pour reprendre le titre de ce podcast, le silence est un vrai problème. Le silence est un vrai problème qui n'est pas forcément facile à traiter. Alors, un des auteurs des 2 études a fait une revue de 158 papiers scientifiques sur ce qui s'appelle Employee Voice et Employee Silence. Alors, en anglais, ils ont l'avantage d'avoir des termes extrêmement simples, Employee Voice et Employee Silence. Alors, on va essayer de les définir et puis de trouver des équivalents en français. Alors, qu'est-ce que l'Employee Voice ? Eh bien, c'est une communication informelle et discrétionnaire de quoi ? D'idées, de suggestions, de préoccupations, de problèmes ou d'opinions sur des questions liées au travail dans le but d'apporter des améliorations ou des changements. On va l'appeler communication discrétionnaire des collabs, CDC ou CD, communication discrétionnaire. On se focalise en général sur la communication discrétionnaire vers le haut et en interne. On parle par exemple pas des lanceurs d'alerte ou des lanceuses d'alerte. On ne parle pas de la communication discrétionnaire vis-à-vis des collaborateurs ou des collègues. On va plutôt se focaliser sur la communication discrétionnaire vers le haut, vers la hiérarchie et en interne, parce que c'est celle qui va évidemment intéresser les entreprises, les ressources humaines, les directions, etc. Employee silence, du coup, on pourrait dire que c'est presque le contraire, on verra que c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est une situation lorsque les employés retiennent des idées, des informations sur des problèmes ou des opinions sur des questions liées au travail. Donc ça inclut les situations où les collabs ne parlent pas des erreurs, des traitements injustes ou des comportements qui violent les normes personnelles, morales ou légales. Avec des conséquences, évidemment, alors là, qui sont... Vous voyez que le premier... Quand c'est Employee Voice, les aspects négatifs ne sont pas symétriques par rapport à l'Employee Silence, parce que si les gens sont silencieux, par exemple, s'il y a des infractions légales, ça peut avoir des répercussions très très importantes pour l'entreprise. Donc je vous propose de parler de communication discrétionnaire pour Employee Voice, et puis de silence, simplement, pour Employee Silence. Alors, la communication discrétionnaire, elle exclut volontairement tout ce qui est communication discrétionnaire destructive, dire du mal, etc., ou défensive, être borné par rapport à un changement, puisque on l'a défini, souvenez-vous, comme une communication discrétionnaire dans le but d'apporter des améliorations ou des changements.
Et comme elle est informelle, on exclut aussi volontairement tout ce qui est canaux officiels. Par exemple, commission du personnel, syndicat, dispositif de personnes de confiance, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes RH, vous êtes patron, patronne, directeur, directrice, il ne faut pas s'occuper de ces canaux officiels de communication. Mais dans la communication discrétionnaire, elle est beaucoup plus foisonnante et beaucoup plus riche potentiellement que celle qui va passer par les canaux officiels. Donc, les caractéristiques de la communication discrétionnaire, c'est donc le comportement discrétionnaire, ça veut dire que c'est l'employé, le collaborateur, la collaboratrice qui va choisir le fait de parler ou pas, pour des raisons constructives, orientées vers un changement. Il est possible de mesurer la communication discrétionnaire avec une échelle validée scientifiquement, et on reconnaît deux types de communication discrétionnaire, une communication promotionnelle et une communication plutôt orientée sur des problèmes. Mais elle est discrétionnaire. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, vous pouvez me contacter, podcast@coapta.ch. Alors, quels sont les prédicteurs de la communication discrétionnaire ? Qu'est-ce qui permet de prédire finalement si elle va avoir lieu ou pas ? Alors, on distingue trois types de prédicteurs, personnel, organisationnel et de leadership. Alors, au niveau personnel, ce qui est intéressant, c'est que, alors ça paraît logique, mais il faut avoir connaissance des problèmes. Donc, vous voyez que si une entreprise, par exemple, fonctionne sur des modes très secrets, elle aura du coup un prédicteur de communication discrétionnaire qui va manquer. Logiquement, puisque les collaborateurs, collaboratrices n'auront pas connaissance des différents problèmes ou de ce qui se passe dans les équipes ou dans l'entreprise. Il faut aussi, et on y reviendra, une certaine expertise dans les domaines de communication discrétionnaire. La communication tous azimuts, les gens qui parlent pour ne rien dire, ce n'est pas une forme de communication discrétionnaire valable ou valorisée. Et donc les gens doivent se sentir légitimes, je dirais, pour s'exprimer. Ils doivent aussi avoir confiance en eux. Il y a un lien très clair entre la communication discrétionnaire et la confiance en soi. Il faut aussi que les personnes se sentent responsables vis-à-vis du changement, puisqu'on a dit qu'elle était la communication discrétionnaire vis-à-vis d'un changement. Et donc là, il faut que les gens se sentent responsables vis-à-vis du changement pour que la communication discrétionnaire ait lieu. Le statut personnel perçu est important, en lien avec la confiance en soi, et malheureusement, on note que les femmes sont moins efficaces en termes de communication discrétionnaire, sauf si elles ont un cas de modèle, elles ont un modèle positif. Si par exemple, on a une directrice ou une leader qui se montre efficace dans la manière d'exprimer la communication discrétionnaire, alors là, ça peut donner un exemple à suivre. Les prédicteurs organisationnels, la confiance organisationnelle, dont on a parlé dans d'autres épisodes, je mettrai des liens dans les notes du podcast. Un alignement avec les objectifs et valeurs de l'organisation prédisent aussi une bonne communication discrétionnaire pour des raisons évidentes. Si je pense que l'organisation va dans une direction différente de celle que moi je veux, j'aurai peut-être tendance à ne pas m'exprimer. Et puis alors, étonnamment, pas tant que ça, mais des pratiques RH basées sur la confiance. Alors je sais que la confiance est un sujet difficile en termes d'organisation, comment je fais pour faire confiance à des gens avec qui je n'ai peut-être qu'une relation de travail, et là il y a un lien très fort et évident avec le management de proximité qui peut lui faire le médiateur entre l'entreprise et les collaborateurs. Enfin, autre prédicteur de la communication discrétionnaire, cette fois au niveau leadership. Alors, quels sont les prédicteurs positifs ? Quels sont les styles de leadership qui vont renforcer la communication discrétionnaire ? Le style de leadership éthique et moral, le style transformationnel, le style de leadership de service, servant leadership, un style de leadership bienveillant, un style de leadership authentique, voire, j'en ai découvert un que je connaissais pas, le style de leadership ambidextre, qui est basé sur les notions de leadership d'exploration et d'exploitation. Donc je trouvais ça intéressant, de ce nouveau style, si vous voulez, explorer versus exploiter. Donc, vous voyez qu'on a à peu près tous les styles de leadership qui sont positifs pour la communication discrétionnaire, sauf un seul style de leadership qui a un impact négatif sur la communication discrétionnaire, et bien évidemment le style de leadership autoritaire. Donc si vous n'avez pas envie que les gens s'expriment, c'est assez simple, il suffit d'être autoritaire. Quelques notes par rapport à cette communication discrétionnaire. Alors, la satisfaction au travail, on pourrait penser que plus elle est élevée, plus la communication discrétionnaire augmente.
Alors non, c'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle une forme en U, dans ce cas-là, c'est-à-dire que, voire même en U inversé, c'est-à-dire qu'au début, alors évidemment avec une satisfaction basse, la CD, la communication discrétionnaire, j'en ai marre de le dire ce mot, donc je veux dire CD dorénavant, le lien, avec une satisfaction au travail basse, la CD sera basse, mais avec une satisfaction au travail très élevée, la CD va aussi être basse, ce qui paraît, en fait, quand on y réfléchit, assez évident, puisque si ça roule, ça roule, il n'y a pas forcément beaucoup de CD à faire. Même chose avec l'efficacité personnelle. Si j'ai une efficacité personnelle basse, évidemment la CD sera basse, mais si j'ai une efficacité personnelle élevée, j'aurai aussi une CD qui sera basse, principalement parce que j'ai moins besoin de m'exprimer pour être efficace, pour être productif. Si je suis bon dans mon job, très bon, voire très bon, j'ai pas nécessairement besoin de m'exprimer beaucoup sur les autres. Donc typiquement les stars dans les entreprises, auront peut-être pas nécessairement, comprendront pas forcément pourquoi est-ce que ce rôle de communication discrétionnaire est nécessaire. Il y a aussi dans les manières de gérer les objectifs pour une entreprise, toutes les entreprises ou les équipes qui ont des objectifs de maîtrise vont favoriser la communication discrétionnaire, puisque la maîtrise du poste, la maîtrise de l'activité va demander du feedback, alors que quand on est dans un objectif de performance, la CD là peut être mal vue puisqu'elle va se mettre en travers de job, go, go, go. L'importance de la forme sociale. Si vous adoptez des formes individuelles de communication discrétionnaire, elle sera mieux reçue que si vous le faites en public. Et l'importance pour les managers de faire un retour quand il y a une communication discrétionnaire, quand quelqu'un vous donne un feedback, vous donne une idée, même si le retour est négatif, c'est absolument important de dire qu'il y a eu un retour, enfin ok, l'entreprise n'a pas décidé de faire, mais de donner le retour à la personne, puisque ça va renforcer la perception de compétence de l'entreprise et du manager. Ta suggestion n'a pas été prise en compte, mais voilà les raisons, et voilà pourquoi c'est pas fait. Et donc là, la personne va comprendre que son idée a été suivie, pas jusqu'au bout, mais au moins elle a été étudiée. Quels sont les obstacles pour une communication discrétionnaire intéressante? Grand classique, trop de jeux politiques, beaucoup d'insécurité, beaucoup de conflits, et de la bureaucratie, ou en tout cas une bureaucratie perçue. Donc, si vous voulez augmenter la communication discrétionnaire, c'est finalement assez simple. Moins de politique, un peu plus de sécurité, voire de sécurité psychologique, moins de conflits et moins de bureaucratie. Alors, le silence. Alors on pourrait dire l'un est contraire de l'autre, on verra que c'est pas tout à fait le cas, mais il y a deux petites choses intéressantes à dire à propos du silence des collaborateurs. Quels sont les prédicteurs? Les émotions à basse activation, ce qu'on appelle les émotions à basse activation, c'est tout ce qui est dépression, déception, anxiété, etc. Là, on va avoir une relation entre ces émotions à basse activation et un silence. Les gens qui sont, vous voyez, qui sont déçus, qui sont déprimés, auront tendance à ne pas s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que là, les émotions à haute activation, alors la joie clairement, mais la colère aussi, peuvent empêcher le silence et peut-être même promouvoir la communication discrétionnaire. Un pouvoir personnel perçu comme étant trop bas est aussi un prédicteur de silence. Par exemple, les minorités, par exemple des gens qui ne parlent pas bien la langue. Par exemple, vous avez des entreprises dans lesquelles tout le leadership de proximité est composé de personnes qui sont allophones par rapport aux Français. Et donc là, vous aurez un silence des collaborateurs ou des collaboratrices parce qu'ils perçoivent que leur pouvoir personnel est trop bas. Les migrants, par exemple, pour ces raisons-là aussi, auront tendance à avoir un silence de base vis-à-vis de l'entreprise ou de l'organisation. Il y a des traits de leadership qui favorisent le silence, le narcissisme, le leadership abusif, et puis un leadership basé sur la rétention d'informations. Donc, je trouvais intéressant de vous donner ces éléments-là. Autrement, le silence peut être vraiment vécu comme un contraire de la communication discrétionnaire. Donc, si vous observez du silence chez vous, vous pouvez aussi vous focaliser sur la promotion de la communication discrétionnaire. Notez qu'il y a un lien avec le burn-out. Plus il y a de silence, plus le burn-out peut être important. Alors, je vous ai dit que le lien entre la communication discrétionnaire des collaborateurs et le silence des collaborateurs n'est pas forcément direct. L'un n'est pas forcément l'opposé de l'autre. Pourquoi ? Parce que la communication discrétionnaire est activée par le système d'activation comportementale. Et là, ce qui va compter, c'est l'importance de l'impact. C'est est-ce que je vais dire aura ou peut avoir un impact.
alors que le silence des collaborateurs et des collaboratrices est activé par le système d'inhibition comportementale. Et là, c'est l'importance de la sécurité psychologique. Donc, s'il n'y a pas de sécurité psychologique, c'est clair qu'il y aura du silence. Mais s'il y a la sécurité psychologique, il n'y aura pas forcément de la voix. Il n'y aura pas forcément de la communication discrétionnaire. Donc vous avez besoin de sécurité psychologique pour permettre aux gens de dire les choses, mais ensuite, il faut que les gens pensent l'aspect motivationnel, que ce qu'ils vont dire a un impact sur la marge de l'entreprise, sur la marge de l'équipe, etc. Donc les deux, vous voyez, vont l'un derrière l'autre. On pourrait presque dire que le manque de silence ou l'absence de silence est un prérequis pour une bonne communication discrétionnaire. Comment est-ce qu'on peut conclure ? Eh bien, que le leadership est important, si il fallait encore le dire, que la manière d'accueillir ce que disent les gens est important. J'ouvre les guillemets pour notre scientifique. L'étiquette de leadership qui s'applique le mieux importe probablement moins que le fait que l'employé ait le sentiment que son supérieur hiérarchique le soutient, lui donne un exemple positif et crée un contexte sûr pour qu'il s'exprime. Fermez les guillemets. Donc, il est possible de former les managers à l'écoute active et à d'autres comportements qui indiquent qu'ils sont ouverts aux commentaires et qu'on peut exprimer ce qu'on a à dire en toute sécurité psychologique. Donc, faire briser le silence, c'est tout à fait possible, avec la sécurité psychologique, avec un certain nombre de choses, qu'on peut travailler en formation, on peut aussi travailler avec des interventions en développement organisationnel, c'est vraiment possible et ce n'est pas très difficile. Alors par contre, évidemment, après, pour obtenir la communication discrétionnaire, alors là, il faut bosser un peu plus, puisqu'il faut que les gens sentent que, comme on a dit, que ce qu'ils vont dire peut avoir un impact, et que là, ça doit être écouté. Et là, il y a une grosse responsabilité de la direction en particulier, de faire un retour régulier sur les idées qui ont été émises. Donc, piste pour améliorer la communication discrétionnaire quand on est un leader, ou une leader, utilisation d'un langage inclusif, c'est intéressant, là, le lien a été montré, les gens qui parlent en langage inclusif favorisent une communication discrétionnaire. Le comportement d'aide ou de soutien, on pense là au leadership bienveillant, et puis une attitude de coaching, évidemment, permet aussi aux gens de s'exprimer de manière plus libre. Je rends la parole à la personne qui a fait l'étude, 158 articles pour cette revue, pour ce podcast. Ouvrez des guillemets, les organisations qui suivent les meilleures pratiques pour créer une main-d'œuvre très engagée, telles que l'octroi d'autonomie, la création de mécanismes de participation significative et la garantie d'un travail utile, devraient disposer d'environnements qui favorisent davantage l'expression et moins le silence. C'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.